Ryan voulait voir le lever du soleil sur une île thaïlandaise. Bethin, simplement rentrée chez elle après une fête. Aucun d'eux ne soupçonnait que le train serait le dernier transport de leur vie. Le 17 février 2024, un voyageur canadien de 23 ans, Ryan Ralph, a atterri à l'aéroport de Bangkok. Le jeune homme était venu explorer la Thaïlande seul et attendait l'arrivée de sa petite amie, Shona Morgan, 22 ans, à l'approche de son anniversaire en mars. Le 18 mars, Shona est arrivée dans la capitale. Le couple s'est retrouvé et a célébré modestement l'anniversaire de Ryan à Bangkok même. L'humeur était au beau fixe et ils décidèrent de poursuivre les festivités, en partant quelques jours plus tard vers le sud, vers l'île de Koh Tao. C'est une destination touristique prisée aux paysages pittoresques, où affluent les voyageurs du monde entier. Pour s'y rendre, le couple a acheté des billets pour le train de nuit vers la ville de Chumphon, d'où il prévoyait de prendre un ferry de 2 heures. Le train numéro 167 est un convoi de nuit, couchette de la ligne sud, circulant entre Bangkok et la province de Trang. Il est plus lent que l'express de jour et effectue davantage d'arrêts. Mais pour ceux qui veulent dormir en route et économiser de l'argent, c'est une option presque idéale. Du moins, c'est ce qu'il semble au premier abord. Le 20 mars, à 8h30 du soir, le train est parti à l'heure prévue. Par les fenêtres, les lumières de Bangkok ont commencé à défiler, d'abord vives, puis de plus en plus rares, jusqu'à ce que la ville se dissolve complètement dans l'obscurité. Ryan et Shona devaient parcourir plus de 500 km. Temps de trajet jusqu'à leur gare, plus de 7 heures. Une nuit entière les attendait au rythme régulier du martèlement des roues. Le wagon oscillait sur les joints des rails. Ce rythme, tac-tac, tac-tac, est presque berçant au début. L'air à l'intérieur était lourd, imprégné d'une odeur de vieille tapisserie et de quelque chose de mécanique, soit de la graisse, soit de la fumée de diesel s'infiltrant de quelque part en dessous. La climatisation fonctionnait par intermittence, et les passagers s'emmitouflaient ou s'éventaient avec ce qu'ils trouvaient. Juste après l'embarquement, Shona décida de faire une sieste. La fatigue de la journée, la chaleur étouffante, le bercement, ses paupières s'alourdissaient d'elles-mêmes. Ryan, lui, se rendit au bout du wagon pour respirer, juste pour rester là, regardant l'obscurité à travers l'ouverture béante. Dans le vestibule des trains thaïlandais, l'atmosphère est particulière. Ni porte, ni barrière. Seulement un plancher métallique, des mains courantes sur les côtés et le noir total à l'extérieur, où surgissent parfois les rares lumières des petites gares. Le vent frappe le visage, chaud et humide, sentant la nuit tropicale et le brûler des plaquettes de frein. Le sol vibre sous les pieds au point que les tremblements remontent des chevilles jusqu'aux genoux. Se tenir là procure une sensation étrange. On a l'impression d'être encore dans le train, et pourtant déjà presque dehors. La limite est floue, et il y a là quelque chose de fascinant, jusqu'à ce que l'on comprenne à quel point c'est dangereux. Environ 1 heure plus tard, Shona se réveilla. Elle ouvrit les yeux, tourna la tête. La place à côté d'elle était vide. Au début, elle ne s'inquiéta pas. Il était peut-être allé aux toilettes. Elle attendit 1 minute, puis 2. Puis, elle se leva et parcourut le wagon. Ryan n'était nulle part. Elle jeta un coup d'œil dans le vestibule. Vide. Rien que le vent et le fracas des roues. Elle retourna à sa place, sortit son téléphone. Elle composa son numéro, des tonalités longues, puis le silence. Encore une fois, et encore, pas de réponse. À chaque tonalité, quelque chose se serrait un peu plus à l'intérieur d'elle. Le train filait à travers la nuit, et Ryan semblait s'être évaporé. Désespérée, Shona attendit l'arrêt le plus proche, la gare de Ratchaburi. Vers 22h30, elle descendit sur le quai. La plateforme était faiblement éclairée, il n'y avait pas une âme autour, seulement quelques employés de la gare. C'est là qu'elle signala la disparition de son petit ami à la police. Les forces de l'ordre ont réagi rapidement. Elles ont tenté de localiser le téléphone de Ryan par signal GPS, mais n'ont pas réussi à le trouver ce soir-là. Obscurité, coordonnées confuses, des kilomètres de rails s'enfonçant dans la jungle. Les recherches furent reportées au matin. À l'aube, plusieurs dizaines de personnes se sont rendues sur le secteur. Elles ont ratissé le tronçon de 30 km de voies entre les gares, lentement, mètre après mètre. Les traverses, le gravier, les fourrés sur les bas-côtés. La chaleur montait d'heure en heure. Bientôt, un message arriva. Le corps d'un étranger avait été découvert dans l'une des gares. Les policiers sont arrivés sur les lieux et ont trouvé un jeune homme d'apparence européenne sous une plateforme de quai récemment construite. Il gisait dans la boue, sur le dos, avec de graves blessures aux membres. Il ne restait presque plus de vêtements, seulement un short marron et une chaîne autour du cou. Dans sa poche,
un portefeuille avec des documents au nom de Ryan Ralph et quelques billets thaïlandais. Il n'y avait plus de doute. À proximité, éparpillés sur le gravier, se trouvaient ses écouteurs, son smartphone et ses sandales. Sur le bord du quai et sur les pierres, des traces de sang séché, déjà noircies sous le soleil matinal. Un ouvrier cambodgien d'une vingtaine d'années, qui avait découvert le corps, a raconté aux enquêteurs qu'il dormait souvent sous le quai pendant ses pauses. L'ombre, la fraîcheur, le silence. Ce jour-là, il s'y était glissé comme d'habitude pour se reposer, et il avait vu un homme. Au début, il n'a pas compris ce que c'était. Puis, il a compris. Il a été pris de tremblement. Il est ressorti et a couru vers ses supérieurs sans se retourner. L'enquête préliminaire n'a révélé aucune trace de lutte, aucune écorchure sur les articulations, aucun ongle cassé, aucun sang étranger. Le corps a été envoyé pour une expertise médico-légale. Certains trains thaïlandais vétustes sont tristement célèbres pour leurs faibles normes de sécurité. Les wagons du train numéro 167 n'ont ni barrière ni porte à la sortie, seulement une ouverture béante sur la nuit. À l'approche des gares, les passagers s'agglutinent souvent dans le vestibule, se tenant au bord même en attendant l'arrêt. Certains fument, d'autres regardent simplement les lumières défiler. Pour les habitants locaux, c'est une image familière. Ils voyagent ainsi depuis des années. Mais pour un touriste qui ne connaît pas ces trains, qui est peut-être fatigué ou distrait, un faux pas, un mouvement maladroit dans un virage, et c'est fini. L'enquête a reconstitué les faits. Ryan, laissant Shona endormie, est sorti dans le vestibule et s'est tenu près de l'ouverture de la porte. Peut-être voulait-il se rafraîchir, peut-être regardait-il simplement l'obscurité, écoutant le bruit des roues et pensant à ses affaires. Le train allait vite, le wagon tanguait sur les joints. À un moment donné, perte d'équilibre. Il a été projeté à l'extérieur et sa jambe a heurté le quai en béton. Le quai était mal éclairé. Il y avait peu de lampadaires, et ceux qui fonctionnaient brillaient faiblement. La distance entre le bord du quai et les rails n'est que de 50 cm. 50 cm entre la vie et la mort. On suppose qu'après sa chute, Ryan a été traîné sur les voies pendant quelques secondes. Gravier, traverse, métal. Le corps a heurté les pierres jusqu'à ce que l'inertie s'éteigne, mais il était encore en vie, encore conscient. D'une manière ou d'une autre, sous l'effet de l'adrénaline, de l'instinct, de la pure terreur animale, il a réussi à ramper sous le quai. Apparemment, il essayait de s'abriter, de se cacher du train suivant, des roues, de tout ce cauchemar assourdissant. Il a presque réussi. Presque. Mais les blessures subies étaient trop graves. Perte de sang, lésion des organes internes. Là, dans la boue sous le béton, dans l'obscurité qu'aucune lampe ne dissipait, Ryan Ralph est décédé, seul, à des milliers de kilomètres de chez lui. Le cas de Ryan n'est pas unique. En 2014, un touriste de 19 ans s'est penché par la porte ouverte et est tombé du train sur le même trajet. En février 2017, un Britannique de 20 ans, Neil Clark, a été hospitalisé après une chute similaire lors d'un voyage dans le sud de la Thaïlande. Des statistiques qui se répètent d'année en année. Mais le danger ne guette pas seulement à l'extérieur du wagon. Parfois, il suffit de baisser une fenêtre. Le matin du samedi 1er décembre 2018, 4 amis se sont rendus dans la ville voisine de Bath pour le marché de Noël. Sapins, guirlandes, odeur de vin chaud et de marron grillé. Toute la journée, elles ont déambulé dans le centre commercial, essayé des vêtements, ri, pris des photos. Et le soir, comme de coutume, elles ont décidé de se détendre dans un pub local. Parmi elles se trouvait Bethan Roper, 28 ans. De petite taille, avec un sourire doux. 5 ans plus tôt, elle avait terminé l'université, après quoi elle avait été embauchée par une fondation caritative de la ville où elle s'occupait des réfugiés. Un travail difficile, souvent épuisant émotionnellement. De telles soirées entre amis étaient une rare occasion de souffler. Vers 22 heures, le groupe était passablement éméché. Les rires étaient plus forts, les mouvements plus amples. Il était temps de rentrer. Elles quittèrent le pub pour le froid de décembre et se dirigèrent vers la gare. Le train est arrivé rapidement. Les jeunes femmes sont montées dans le wagon. Et là, impossible de circuler. Samedi soir, tout le monde rentrait du centre. Inutile d'essayer d'avancer, et le quatuor est resté debout près des portes. Le trajet était court, environ 13 minutes. Sur ce tronçon, l'express accélère jusqu'à 120 km à l'heure. Les portes se sont fermées. Le train est parti. Par les fenêtres, l'obscurité. Ni lune, ni étoile, seulement par intermittence les lumières des passages à niveau et les silhouettes des arbres, noirs sur fond noir. Le wagon tanguait.
Le plancher vrombissait sous les pieds. L'air était imprégné d'une odeur de vêtements mouillés et de parfum. Après quelques minutes, l'une des filles se sentit oppressée. Trop de monde, des vestes trop chaudes, trop d'alcool. Elle s'approcha de la porte et baissa la fenêtre. Il faut dire que ces wagons utilisaient des portes de conception ancienne, avec des vitres descendantes. Ce mécanisme était nécessaire pour que le passager puisse atteindre la poignée extérieure et ouvrir la porte à l'arrêt. Pratique, utile, mortellement dangereux en marche. La jeune femme sortit la tête. Le vent frappa son visage, froid, vif, sentant la terre mouillée et quelque chose de métallique venant des rails. Elle resta ainsi une trentaine de secondes, les yeux plissés dans l'obscurité. Puis, elle rentra la tête, frissonna et s'écarta. Bethan s'approcha à son tour de la fenêtre. De bonne humeur, échauffée par l'alcool et l'allégresse, le sourire aux lèvres. Elle se pencha de la même manière par-dessus le cadre et sortit la tête. 5 secondes. Les amis entendirent un choc sourd, bref, humide, anormal. Bethan s'effondra sur le plancher du wagon. Elle tomba sur le dos, les bras en croix, les yeux ouverts, mais le regard n'était déjà plus là. Sa tête avait heurté une branche de frêne. L'arbre poussait le long des voies. Une branche, une seule, s'était étendue un peu plus loin que les autres, surplombant les rails. Dans l'obscurité, on ne la voyait pas. Le train fonçait à 120 km/h. À cette vitesse, même une branche se transforme en un coup de masse. Les amis hurlèrent. L'une d'elles tomba à genoux à côté de Bethan, essayant de comprendre quoi faire. Une autre appela à l'aide. Les passagers autour s'écartèrent, formant un cercle. Bethan gisait dans un état de semi-inconscience, la respiration saccadée, superficielle. Tu sens. Quelques minutes plus tard, le train arriva en gare. L'ambulance, appelée par l'un des passagers, fonçait déjà sur place. Les médecins se précipitèrent sur le quai avec un brancard, se penchèrent sur la jeune femme, firent tout leur possible, mais ils ne purent la sauver. Bethan Roper décéda sans avoir repris connaissance. Comment une telle chose a-t-elle pu se produire? Pourquoi les normes de sécurité ont-elles été enfreintes si facilement, si banalement? L'organisme d'enquête sur les accidents ferroviaires a publié ses conclusions quelques mois plus tard. L'analyse toxicologique a révélé 142 mg d'alcool par 100 ml de sang chez Bethan, soit presque le double de la limite autorisée pour les conducteurs. Un tel niveau affecte sérieusement la coordination, l'évaluation des risques et la vitesse de réaction. On se sent merveilleusement bien, mais le cerveau fonctionne déjà différemment. L'une des amies a avoué plus tard à la police. Ce soir-là, elles avaient toutes beaucoup bu, et de toute façon, lorsqu'elles se réunissaient, elles avaient l'habitude de se détendre ainsi. Rien de spécial. Un samedi soir, ordinaire. L'enquête a établi que la branche de frêne que la tête de Bethan avait heurtée était bien visible sur des photos aériennes antérieures. Elle se détachait nettement de la masse végétale. Elle dépassait vers les voies comme un bras tendu. Peu avant la tragédie, la société Network Rail, responsable du contrôle de la végétation le long des voies ferrées, avait inspecté ce tronçon. Des employés avaient parcouru la ligne, examiné les arbres, rédigé un rapport. L'arbre avait été jugé sans danger. Sans danger. De plus, il n'y avait aucun mécanisme dans le train pour empêcher un passager de baisser la fenêtre à pleine vitesse. Aucun verrouillage, aucun limitateur. Si on veut la baisser, on la baisse. Les wagons de la compagnie Great Western Railway dataient des années 70, un demi-siècle plus tôt. Depuis, ils sont progressivement retirés du service, remplacés par des convois avec des portes électroniques. Mais le processus est lent, trop lent. Un détail curieux, au-dessus de la vitre de chaque porte se trouvait un autocollant jaune d'avertissement. Attention, ne vous penchez pas par la fenêtre pendant que le train est en mouvement. Petit, discret, sur fond jaune. L'enquête a attiré l'attention sur la formulation. Le mot « attention », il n'interdit pas. Il suggère plutôt « vous pouvez, mais prudemment ». Soyez attentifs, ne vous laissez pas surprendre. Et puisque c'est possible, pourquoi pas? Des questions se sont également posées sur la couleur. Le fond jaune est traditionnellement perçu comme un avertissement. Attention, danger possible. Le rouge, lui, signale une menace directe. Stop, ne faites pas ça. La différence est subtile, mais essentielle, surtout quand on a bu et que l'on s'amuse. Et l'autocollant lui-même était trop petit. Qui lit ces inscriptions de toute façon? Qui prête attention au rectangle jaune quand il y a de la foule, du bruit et que l'on a envie d'air frais? 7 mois avant la tragédie, en mai 2018, les services ferroviaires avaient dû planifier le remplacement de ces panneaux.
Les nouveaux autocollants devaient être plus grands, plus visibles, sur fond rouge. Mais en décembre, au moment de la mort de Bethan Roper, rien n'avait changé. Les anciens autocollants étaient toujours à leur place. Les 2 employés chargés de superviser le remplacement ont tout simplement oublié. Ou s'en sont moqués. Ils ont laissé la tâche en suspens, l'ont remise à plus tard. Et puis, ce qui devait arriver, arriva. Le chemin de fer est une zone de danger accrue. Ce ne sont pas des mots creux ni une formalité pour les manuels d'instruction. C'est une réalité qui tue, et il faut toujours faire preuve de prudence, tant à l'extérieur du train qu'à l'intérieur du wagon. Même s'il semble que tout est sous contrôle, même si l'on veut juste respirer un peu d'air frais. Parfois, entre la vie et la mort, il n'y a que 50 cm de béton ou une branche dans l'obscurité.